Bonjour à tous. On va vous présenter notre retour d'expérience sur les parcours patients traceurs. Sophie Tardieu, qui est PH dans mon service, qui va vous faire la présentation. Moi, je vais juste introduire ce qui a été fait. Donc, l'idée, en fait, c'était pour mieux comprendre les parcours de soins des patients qui ont la maladie Covid-19. Donc, c'est vrai qu'on a des données sur les patients hospitalisés à l'IHU. On a réalisé aussi des données sur les patients qui sont pris en charge à l'HDJ, et puis on a fait aussi tout ce travail sur le profil des patients qui sont décédés, mais on n'arrive pas à avoir des données sur le parcours des patients avant leur entrée à l'hôpital, et notamment parce que le système d'information il permet pas tellement de faire ce genre de données, puisqu'il y a des données de la sécurité sociale mais qui sont très difficiles à mobiliser. Et puis, par exemple, même si on prenait les données de la sécurité sociale, on n'a pas de possibilité de savoir, par exemple, si un patient a eu recours à un service d'urgence dans un hôpital A et est revenu aux urgences dans l'hôpital B, puis revenu ici. Voilà. Donc, on n'a pas cette notion. Donc, notre hypothèse, un peu de travail, quand on a commencé à faire ça, c'est dans quelle mesure le recours tardif à un médecin, une prise en charge thérapeutique, n'est pas péjoratif pour l'évolution de la maladie. Et donc l'idée, c'était d'avoir une approche qui soit qualitative, complémentaire par la conduite de ces patients traceurs. Donc l'idée, c'est de trianguler un peu tout ça, c'est-à-dire d'avoir une vision qui est plus qualitative sur les parcours de soins en recueillant en fait l'expérience des patients, leur vécu. Donc je ne sais pas si vous avez vu dans Hospimedia, il y a tout un article aujourd'hui sur justement l'apport du vécu des patients dans la prise en charge pour éclairer un petit peu les parcours de soins. Et puis, donc, ça peut donner, donc la triangulation, c'est d'avoir des données quantitatives, des indicateurs, plus une approche qualitative qui permettent un peu de trianguler et d'essayer de répondre à cette problématique. Voilà, donc là, je laisse la parole à Sophie qui va vous expliquer les concepts. Alors, le concept de l'expérience patient, on en parle beaucoup actuellement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution des parcours de soins dans notre monde actuel a vraiment impacté l'évolution des méthodes d'analyse. En 2017, Amalberti a lancé 7 points en disant qu'aujourd'hui, quand on faisait de l'évaluation des parcours de soins, il fallait élargir la fenêtre d'analyse. En fait, on se centre plus sur la partie hospitalière. On va prendre en considération l'amont et l'aval pour avoir une vision globale de l'expérience patient. Il dit aussi à Amalberti qu'il faut comprendre à la fois les défaillances, qu'est-ce qui se passe mal sur ce parcours de santé, mais aussi il faut valoriser les succès, qu'est-ce qui se passe bien sur ce parcours. Et ça, les patients sont très forts pour valoriser ce qui se passe bien sur un parcours de santé. Et dernier point, c'est cette collaboration avec les patients et leurs familles, récupérer l'expérience. Alors l'expérience patient, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a le Beryl Institute qui est une fondation américaine qui travaille beaucoup là-dessus, qui publie beaucoup, qui nous décrit l'expérience patient comme l'ensemble des interactions d'un patient et de ses proches avec une organisation de santé susceptible d'influer sa perception tout au long du parcours de santé. Donc l'expérience patient, c'est vraiment quelque chose de dynamique. C'est une interaction d'un patient avec un système de santé qui va créer des émotions, du vécu, et sur lequel on va travailler pour influencer la perception et avoir une expérience la plus positive possible. Donc vous voyez, on est vraiment sur du qualitatif, on s'exclut de la donnée quantitative, on est sur de l'émotion, sur du vécu, sur de l'expérience quand on travaille avec ce concept-là. Alors, comment explorer ce concept de l'expérience patient? Alors, on a de très nombreuses méthodes à notre disposition et le patient traceur en est une. Le patient traceur, c'est une méthode d'expérience patient validée par la haute autorité de santé. On a d'autres types de méthodes qui sont mobilisées en fonction des structures. On a par exemple le patient standardisé incognito. Le patient standardisé incognito, c'est le guide Michelin. C'est l'inspecteur du guide Michelin qui vient dans un restaurant et qui évalue à la fois les plats, la déco, la note, le service. On a exactement la même chose à l'hôpital avec des patients standardisés incognito qui vont évaluer une prise en charge en étant patients réels ou fictifs au sein d'un parcours de santé. On a la méthode du shadowing, on a des méthodes
quali-quantitative avec l'utilisation d'indicateurs expérience patient. Ça, c'est la fameuse enquête de satisfaction de la Haute Autorité de Santé ISATIS. Et puis, on a plein d'autres méthodes qui sont à notre disposition pour évaluer cette expérience patient. Toutes ces méthodes se regroupent sous un acronyme qui est le PREMS, le Patient Report Experience Measurement, qui nous permet, contrairement au PROMPS, où on est vraiment sur du résultat quantitatif très dur, là, on va évaluer de l'expérience, on va évaluer du qualitatif. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de mettre en œuvre un feedback direct des patients sur leurs soins et dans l'objectif d'améliorer leur parcours de soins. On va s'intéresser à leur vécu pour améliorer leur parcours. Aujourd'hui, on peut publier quand on fait de l'expérience patient, ce qui n'était pas le cas il y a dans les années précédentes. Beaucoup de journaux avec des impact factors relativement bons commencent à publier des études avec comme base de l'expérience patient. Le qualitatif ne rebute plus la publication. Alors, maintenant, si on se centre vraiment sur la méthode du patient traceur qu'on a mobilisée chez vous, sur les parcours Covid, quand on prend la définition que nous donne l'HAS de la méthode du patient traceur, en fait, la méthode du patient traceur, c'est une analyse rétrospective d'un parcours patient de l'amont de son hospitalisation jusqu'à l'aval, où on va évaluer les processus de soins, les organisations et les systèmes qui concourent à cette prise en charge en prenant en compte son expérience patient. Donc, en gros, un parcours de soins, c'est ça. Je me positionne à la borne de sortie du parcours de soins et je remonte et je regarde toute cette expérience patient pendant ce parcours de soins. Quelle a été l'interaction du patient avec ce parcours de soins, de santé que je veux évaluer? En gros, il y a trois étapes pour récupérer cette expérience patient. Tout d'abord, on va identifier des parcours et des profils patients qui nous intéressent. C'est ce qu'on a fait avec Carole Eldin sur votre prise en charge pendant cette période. Ensuite, il y a un entretien qui est réalisé avec le patient qui a été sélectionné en aveugle. On s'entretient avec lui. Donc moi, j'ai fait les entretiens patients sur tous vos patients traceurs. C'est un entretien qui dure en moyenne 1 heure, 1 heure et demie. Et au cours de cet entretien, on va scanner avec le patient un certain nombre de thématiques d'intérêt sur tout le parcours. Alors l'HAS nous donne des thématiques à évaluer. Ces thématiques sont l'admission, l'accueil, l'information, le consentement, la prise en charge de la douleur, comment il a été pris en charge d'un point de vue médicamenteux, l'information qui lui est donnée, comment on l'a préparé à sa sortie, etc., etc. On a 25 thématiques comme ça, et l'HAS nous donne la possibilité de rajouter des thématiques pour questionner le patient sur des points très spécifiques. C'est ce qu'on appelle les critères d'intérêt. C'est ce qu'on a travaillé avec Carole pour cibler sur ce parcours Covid. Donc les critères d'intérêt qu'on avait rajoutés, bien sûr, la prise en charge préhospitalière. On vous a dit, le parcours s'élargit. Ensuite, on a travaillé sur un critère qui est l'isolement. Un critère qui est l'anxiété et l'angoisse du patient au cours de cette prise en charge. On a également travaillé sur les représentations que pouvait avoir ce patient de la maladie Covid. On a travaillé sur l'étape de dépistage diagnostic Covid. Et puis, on travaille, et ça on le fait sur tous les patients traceurs, sur quelque chose qui nous intéresse particulièrement, les processus collaboratifs. Les processus collaboratifs, c'est comment le patient se sent au sein de l'équipe qui le prend en charge. Et finalement, comment il perçoit l'équipe qui le prend en charge, quelle est la dynamique de l'équipe, quel est son rapport aux soignants, quelles sont ses préoccupations et ses peurs majeures tout au long de ce parcours. Et un point très important, on essaie de tracer et de recueillir auprès du patient les événements marquants, quels ont été les moments au cours de ce parcours marquants pour le patient. Bon, là, dans le cadre de la prise en charge Covid, mais on le fait sur d'autres types de prise en charge. Et puis, un dernier point sur la confiance accordée par le patient à l'équipe qui le prend en charge. Donc là, on l'interroge vraiment sur cette confiance et on l'interroge également sur l'existence au sein des équipes qui le prennent en charge de professionnels marquants dans le cadre de sa prise en charge. Dans certains cas, il n'y a pas de professionnels marquants et là, on peut s'interroger sur les processus collaboratifs développés.
Alors, au niveau de la PHM, très rapidement, aujourd'hui, on a réalisé à peu près 200 patients traceurs, toutes filières confondues. Toutes les filières de la PHM ont réalisé au moins un patient traceur. On a fait des patients traceurs en médecine, en chirurgie, en obstétrique. On a fait également des patients traceurs qu'on appelle inter-établissement, avec des prises en charge très complexes, ville-hôpital, sur des parcours de santé parfois très longs. Ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est que la méthode du patient traceur, c'est une méthode d'évaluation qui va être de plus en plus poussée par la Haute Autorité de Santé dans le cadre de la certification HAS. Et on voit bien apparaître l'intérêt grandissant de recueillir l'expérience patient pour améliorer la qualité et la sécurité des soins d'un parcours. Ça a une vision d'amélioration du parcours, de recueillir et de trianguler cette expérience patient. Alors, si on se centre sur les parcours qui ont été analysés pendant cette période Covid. Donc on a analysé 12 parcours Covid, donc 5 à l'IHU. Donc on a fait 5 parcours IHU, on va y revenir. On a fait 5 parcours avec une porte d'entrée service des urgences, donc au niveau de la Timone adulte et au niveau de l'hôpital Nord. Ces 10 premiers parcours, ils ont été analysés lors du deuxième pic ou de la deuxième vague. Précédemment, on avait fait 2 parcours centrés sur la réa au niveau de l'hôpital Nord, ce qu'on avait appelé la première vague, et vous verrez, les expériences sont peut-être un petit peu différentes entre la première et la deuxième vague. Donc si on se centre, on va pas tout vous présenter aujourd'hui, clairement pas, on va se centrer sur vos parcours IHU, donc 5 patients tirés au sort, sélectionnés chez vous. Vous voyez, donc on a 2 parcours avec un passage en réa. On a un parcours à l'HDJ, le dernier parcours. On a essayé de scanner toutes vos prises en charge. On a un parcours avec simplement entre guillemets, une hospitalisation IHU, et on a un parcours avec une entrée urgence, un passage IHU post-urgence, un passage hospitalisation IHU et une mise sous Optiflow, et un départ en SSR. Si on essaie de faire une synthèse, même si on n'est pas du tout sur du quantitatif, vous voyez les chiffres, 5 parcours. On a un âge moyen de 66 ans. Les 5 patients qui ont été tirés au sort avaient tous au moins une comorbidité. En termes de contamination, quand on interroge les patients, 4 patients sur 5 ont connaissance des circonstances de leur contamination. Là, on se rapproche de la donnée quantitative. Quand on regarde et ce que nous rapportent les patients, le délai entre les premiers symptômes et le premier contact de prise en charge, il est compris entre 2 et 8 jours. Et le délai entre premiers symptômes et prise en charge hospitalière est compris entre 5 et 10 jours, puisque c'était notre focus de voir un petit peu ce qui se passait en pré-hospitalier. En termes de séquelles, au moment de l'entretien, au moment où on a interrogé les patients, on voit qu'il y a 3 patients qui ont des séquelles, qui rapportent des séquelles. Une patiente rapporte qu'elle n'a aucune séquelle, et pour le dernier, c'est non renseigné puisqu'on l'a vu en sortie d'hospice. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va regarder chaque thématique spécifique qu'on a recueillie au travers de ces entretiens. Alors, la première grande tendance sur la thématique, sur l'expérience de la prise en charge préhospitalière, on a essayé de le catégoriser, de le synthétiser. Le travail est toujours en cours, mais en gros, ce qu'on peut rapporter, et je vais vous les illustrer par de l'expérience patient, c'est la non-maîtrise de la prise en charge préhospitalière, la peur de consulter, qui vais-je consulter. Il y a aussi un point très important sur le retard à la prise en charge, le délai du premier contact médical, le délai du résultat biologique et le délai du premier contact hospitalier. Et puis il y a quelque chose qui sort aussi dans l'expérience patient, c'est la capacité à rendre autonome à domicile en préhospitalier. L'accompagnement qui est porté par les équipes, la mise à disposition d'un saturomètre, vous allez voir l'expérience des patients là-dessus. Concernant l'isolement, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais les grandes tendances sur le verbatim qu'on a pu recueillir, c'est une expérience de l'isolement variable en fonction de la vague, de la première ou de la deuxième vague. On voit que les patients qui ont été hospitalisés en première vague, l'isolement, rien n'avait été mis en place, ne serait-ce que les coups de téléphone à la famille. L'expérience de l'isolement en réa, toujours plus marquant.
tous les patients qui ont eu un passage en réa, même très court, ont une expérience beaucoup plus marquée. C'est toujours ce qui est rapporté comme l'événement marquant par rapport à une prise en charge en médecine. Et puis, il y a une expérience quand même qui est très positive des patients lorsque le service a mis en place une organisation pour maintenir le lien familial ou à minima donner des nouvelles. Et ça, on le retrouve beaucoup dans vos patients IHU. On voit que il y a eu une organisation qui s'est mise en place, quel que soit le service, pour garder ce lien. Et ça, c'est majeur pour l'expérience des patients. On voit qu'il y a peu de support psychologique proposé, ça c'est rapporté par les patients. Il y a peu d'outils de repérage du temps proposés par les services. Quand on passe 46 jours en réa, on perd la notion et c'est une expérience très négative pour les patients. Et puis, il y a peu de démarches d'accompagnement pour les séjours très longs, comme ça a pu être fait au Canada, dans les hôpitaux canadiens. Un autre point sur l'expérience de l'anxiété et de l'angoisse tout au long du parcours. Donc, les grandes tendances, c'est l'expérience de l'anxiété, voire de l'angoisse par rapport à la maladie, les répercussions psychologiques, les cauchemars qui sont rapportés très fréquemment, vous le savez, hein, et vous étudiez quantitativement le phénomène, l'expérience du patient en lien avec sa connaissance de la maladie, l'expérience aussi qui peut être positive lorsqu'il y a la mise en place d'un suivi, et ça les patients le rapportent, un suivi psycho, la mise en place d'un réseau. ILUP a particulièrement bossé avec les équipes de Nord en sortie d'urgence. Les consultations post-HDJ qui ont été rapportées de manière très positive par les patients. Et puis les consultations post-hospitalisation qui participent à la réassurance du patient. Et puis ce qu'on voit, c'est ce que je vous disais en introduction, on voit vraiment dans l'expérience des patients l'importance des processus collaboratifs avec les professionnels de l'équipe. En fait, à partir du moment où il y a un professionnel marquant, il y a une réassurance du patient sur son parcours. Et ça c'est rapporté par les patients. Donc, pour conclure, il n'y a que 12 patients qui ont été interrogés, mais en fait, le vécu, on a une saturation du vécu, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment des verbatims qui reviennent. On voit que si on fait des hypothèses par rapport aux hypothèses de départ, que la prise en charge hospitalière, elle présente une marge d'amélioration certaine, hein, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de patients qui ont été pris en charge tardivement et pas forcément de la bonne façon. La représentation de la maladie, elle est très péjorative, hein, elle génère énormément de peur, aussi bien de la part des patients que de la part des professionnels, et du coup, il n'y a pas de rôle de réassurance qui peut se faire de façon correcte. Une grande anxiété, donc voilà, avec peut-être à l'origine de répercussions psychologiques fréquentes, hein, donc une expérience qui est très marquée, qui est très négative. Et puis, bien sûr, quand il y a un parcours en réanimation, l'expérience, elle est très très mauvaise en fait. Hein. Voilà, donc peut-être des pistes d'amélioration, mais vraiment comme ça, hein, peut-être informer plus les professionnels et continuer à informer peut-être les gens pour les réassurer aussi bien, donc patients et professionnels. Peut-être aussi on voit que ceux qui ont eu un suivi post-hospitalier avec un suivi ambulatoire plus rapproché, on voit aussi qu'il y avait l'IDE à domicile qui avait donné un saturomètre, donc peut-être des choses à mettre en place au niveau du domicile du patient et en sortie d'hôpital et avant certainement. Et puis pour les patients traceurs de l'IHU, donc une expérience qui était très très positive, avec des processus collaboratifs qui étaient très bien faits. Donc en fait, en gros, les patients ont senti que c'était organisé, ils ont été réassurés, et on pense bien sûr que le fait qu'ici tout soit organisé, que ce soit fait dans le calme, etc., a bien contribué et a bien permis que les choses se passent bien. Aussi, il y a toutes les actions d'amélioration qui sont faites dans vos services avec le contact avec la famille. Toutes ces choses qui ont été mises en place, en fait, elles sont très très positives et à maintenir par rapport à leur retour. Donc il faut qu'on finalise donc ces patients avec les équipes qui ont été mises en place. Et après, on pensait peut-être mettre à disposition, mais c'est un projet, une plateforme collaborative où on pourrait recueillir plus de verbatim de patients sur la phase préhospitalière notamment et post-hospitalière, comme ça a été fait à Paris sur la cohorte Compare, mais à voir. Merci.